Pour revenir à l'idée de topologie de la liberté, oui, topologie multidimensionnelle de la liberté, ce que je veux dire, c'est que entre une société démocratique parlementaire et une société totalitaire, c'est la forme de cette liberté qui change. C'est les contours de cette liberté qui changent. C'est vrai qu'on a une liberté qui est plus ample en système démocratique, sinon je pourrais pas vous parler aujourd'hui. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce qui m'intéresse moi, c'est pas tant l'exercice de la liberté à l'intérieur du petit cerceau, mais c'est les bords, les contours. C'est sur ce quoi je travaille. C'est ça la radicalité, ce que j'appelle la radicalité. C'est-à-dire que pour moi, la liberté, elle n'est pas fixe, elle est historique, elle est culturelle, elle est sociétale, on va dire. C'est-à-dire que la liberté change, pour prendre des exemples simples, historiques. La Révolution française. On avait plus de liberté après la Révolution française que avant la Révolution française. Sous une république même bourgeoise que sous une monarchie absolutiste. C'est historique. Après, il y a culturel. Il y a des sociétés, la liberté d'expression est plus ou moins respectée. Je prends l'exemple des États-Unis, ils ont un vrai culte de la liberté d'expression qui conduit parfois aux sectes, etc. Bon, surtout sur le thème religieux. En France, on est un peu plus frileux. Donc là, c'est une question de culture. Après, il y a aussi des questions de groupes sociaux. Ma liberté, d'accord, mais il faut encore que je puisse exercer ma liberté. Je prends l'exemple de la liberté de circulation, bon, qui est pourtant pour moi un droit fondamental. On peut pouvoir bouger sur le territoire français. Encore faut-il avoir les moyens, de bouger sur le territoire français, de bouger à l'étranger, etc., etc. On a la liberté de suivre un enseignement, mais on a la liberté d'aller dans un lycée public pourri ou de se prendre un enseignement professionnel de qualité. Ça aussi, c'est des volontés politiques qui sont derrière. On assèche les crédits du public. Pourquoi? Pour que les gens aillent dans le privé. Donc c'est des parts de marché qu'on élargit. On va pas s'attarder sur ce thème-là. J'aimerais vraiment avancer aujourd'hui. Donc, sur l'idée que la politique est un métier, ce n'est pas un métier. Chacun est capable de faire de la politique. Chacun fait de la politique. De toute façon, c'est connu. Hein. Si tu t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Mais je ne crois pas qu'on soit piégé par les élections. Les élections piègent à conduire. Là, c'est nous mettre dans un carcan, qui est le carcan constitutionnel, institutionnel. Il faut savoir le dépasser et travailler sur ses contours, et c'est repenser cette radicalité. Et les périodes où justement ces contours sont flous, ou implosent, ou explosent, c'est ce que j'appelle le grand basculement. C'est là où justement la société se désagrège, et où se recompose une nouvelle liberté. Alors que moi, j'ai toujours été dans l'idée, enfin, pour moi la liberté c'est pas simplement un sentiment par exemple, c'est pas une volonté simplement, c'est pas le rêve. Pour moi la liberté peut prendre des formes concrètes. La liberté elle n'est importante que quand elle est concrète. Ça c'est une distinction qu'on fait aussi entre par exemple les droits de l'homme ou je sais pas moi l'égalité en droit et l'égalité en fait. Idem pour la liberté, on peut vanter la liberté, mais il faut savoir à quoi se rattache cette liberté. Aujourd'hui, la liberté qu'on vante, c'est surtout une liberté, la liberté du marché, liberté de vendre, d'acheter, etc. C'est ce que Parisot disait quand elle dit la liberté de penser s'arrête, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Et elle a pas de tort finalement. Ça peut paraître, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, penser cette radicalité, penser ce basculement, donc penser la révolution ou la rupture, pour moi c'est important. Et déprofessionnaliser la politique, c'est nécessaire. C'est-à-dire que là, je vais reprendre une autre critique, je vais faire une double critique, allez, des gifles pour tout le monde, des staliniens et des sociodémocrates, qui se ressemblent comme des frères ennemis. C'est si l'idée de réforme par an, ou révolution par an, ou impulsion par an, toujours. C'est-à-dire que l'idée, finalement, les gens sont bêtes. C'est le troupeau, c'est la masse. Voilà, c'est le côté masse déjà. C'est un terme qui est assez, qui tend à nier les individualités pour faire cette espèce de groupe compact. Bon, il faut pas trop faut leur donner quelques miettes, mais on peut les conduire comme un troupeau à l'abattoir ou au paradis, mais généralement ça revient au même. Hein. Donc c'est cette idée, par exemple pour les sociodémocrates, votez pour moi, parce que vous êtes incapable de faire la révolution, votez pour moi, une fois que je serai arrivé au pouvoir, je ferai des réformes, et là je vous le libérerai. Bon, première forme. Ensuite, les staliniens,
laissez-moi faire, je vais faire un putsch, on va m'installer par des extensions militaires, etc. Et parce que je sais mieux je sais ce qui est mieux pour vous, je vais mettre en place des réformes, etc. Et on avancera tous vers le socialisme, youpi youpi. Bon, les deux sont idiots. Je le dis clairement, les deux sont complètement idiots. La révolution, elle vient d'en bas, elle vient de la base. Et ça, c'est une réalité vivante. C'est-à-dire que moi, on me disait par exemple, on me disait le mouvement communiste, etc. On a vu le dégât que le communisme a créé. Bon, déjà, faut s'entendre sur le mot communisme. Pour moi, le communisme, dans le mot, hein, communisme, c'est l'exercice d'une volonté collective, pas d'une volonté de quelques bureaucrates ou quelques personnages. C'est pas l'histoire, c'est pas les hommes c'est pas quelques hommes qui font l'histoire. C'est nous tous qui faisons l'histoire. D'ailleurs, on remerciera les travaux, par exemple, de l'historien Labrousse, qui a bien montré que finalement les révolutions, même la Révolution française, bon, il y a des figures, il y a Danton, il y a Robespierre, etc. Mais derrière, il y a quoi? Il y a les Jacobins, derrière, il y a un travail de fond, il y a les Jacqueries paysannes, il y a tout ça derrière. Surtout à une époque comme maintenant, où le pouvoir s'est dématérialisé. C'est-à-dire que le pouvoir, aujourd'hui, je dis plus bourgeoisie, parce que bourgeoisie, c'est à moitié vrai. Bien sûr que le pouvoir économique, le capital économique est déterminant. Mais aujourd'hui, par exemple, si on suit les études de Bourdieu, on voit bien qu'il y a un capital culturel qui s'exerce, une élite culturelle qui exerce sa domination, qui est un relais de la domination économique dominante. C'est pour ça que je parlerai plutôt de classe dominante, de couche sociale dominante. C'est un enchevêtrement complexe de personnalités, du monde des affaires, de la finance, de la politique, des médias, etc. Et c'est ça qui forme la classe dominante, qui vit en vase clos et qui impose sur la société ses valeurs, qui la modèle et qui essaye à tout prix de la garder en place. C'est-à-dire qu'on veut bien faire quelques mesurettes pour être sympa, mais il faut surtout pas sortir du cadre établi. Et moi, il faut exploser ce cadre. Je reprends bien l'idée, par exemple, des surréalistes, qu'il n'y a pas le bon, le gentil, méchant, etc. Il faut dépasser tout ça. Surréalité, ben, il faut faire une surpolitique. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui préparer, organiser le basculement. Et ça passe d'abord dans nos têtes. La révolution, ça se passe d'abord là-dedans. C'est-à-dire que c'est une révolution des consciences. Bien sûr que la révolution des consciences, seule ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est encadré, on est régimenté par notre structure sociale, qui fait que sur une grande échelle, c'est impossible. Les gens sont sous influence de la classe dominante. Mais, pour nous, c'est une nécessité, déjà, de cheminer dans notre tête l'idée de révolution. L'idée qu'un autre monde, finalement, est possible et crédible. Que l'alternative existe, qu'il n'y a pas de fin de l'histoire, qu'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de fatum, il n'y a pas de destin. C'est quoi la révolution? C'est des possibilités historiques qui s'ouvrent, c'est des chemins nouveaux qui s'ouvrent. Alors on peut regarder derrière nous les expériences qui ont raté pour en apprendre. Et je vois pas pourquoi ça scellerait la voie du capitalisme et ad vitam aeternam, on continuerait sur cette voie-là. Surtout quand on voit que cette voie, elle est constituée quoi? De cadavres, de guerres, de misère, etc.